garantie ce soir pour les amateurs de football. En jeu, le titre de champion de France, les places européennes et le barrage pour la descente en deuxième division. Rencontre au sommet en Alaska, le pape Jean-Paul II en route vers l'Extrême-Orient croise le président Reagan de retour de Chine. L'affaire des avions renifleurs, la mission parlementaire d'information publie ses conclusions et souligne l'incertitude qui demeure sur les objectifs et les bénéficiaires de l'escroquerie. L'audiovisuel français en chantier, la télédistribution par câble à l'ordre du jour demain du Conseil des ministres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le football français et ses adeptes sont en transe ce soir. Dans une demi-heure, ce sera le coup d'envoi de plusieurs rencontres qui décideront du titre de champion de France, qui décideront aussi des places définitives en Coupe d'Europe, sans oublier la place de barragiste. Point de mire, les Girondins de Bordeaux, qui ont 3 chances sur 4 d'emporter le titre national, et aussi Monaco, qui est à égalité de points avec Bordeaux, mais qui a marqué moins de buts. Bordeaux joue à Rennes et Monaco reçoit Nantes, mais c'est le duel indirect entre les deux leaders qui va nourrir le suspense de la soirée, comme il a animé l'ensemble de la saison. Roger Zabel. Le roman commence le 20 juillet par une première rencontre de Monaco avec Nantes, mais cela se passe à Nantes et cela se termine par un match nul 0-0. À l'extérieur, c'est un bon premier résultat pour les Monégasques, début de saison prometteur. Mais ce même jour, Bordeaux reçoit Rennes. Bordeaux, l'équipe la plus chère du championnat de France, se doit de rentabiliser son prix et dès le départ, les Girondins prennent la première place du classement grâce notamment à Trésor et à Lacombe. Bordeaux gagne par 4-1. 2 mois plus tard, Bordeaux, qui a navigué ensuite entre la 4e et la 2e place, Bordeaux revient en tête en battant Laval par 1-0, but marqué par Martinez. Mais derrière, Monaco n'est qu'à 2 points en compagnie d'Auxerre. Chassé croisé, fin octobre, Monaco reprend le commandement en battant Bordeaux par 2-0 grâce à Djenguini puis à Moros. Égalité de points entre les deux équipes, mais avantage pour Monaco au goal average. 2 mois plus tard, juste avant la trêve, Bordeaux fait le trou car les Bordelais ont battu les Nancéens 2-0 alors que Monaco fait match nul sur son terrain avec Metz par 2 buts partout. Bordeaux a maintenant 5 points d'avance sur Monaco. 31 mars, c'est peut-être grâce à ce match que Bordeaux sera champion de France. L'équipe d'Aimé Jacquet engrange 7 buts devant Saint-Etienne. 7 buts, c'est bon pour le goal average. Merci à Dieter Müller. Et pourtant, Monaco, le même jour, gagne à Rennes par 2-1. L'équipe de la Principauté n'est plus qu'à 1 point du leader, mais à la différence de but, les Girondins ont un avantage de +10. Enfin, samedi dernier, Monaco, qui est en tête, va être une nouvelle fois passé par les Girondins de Bordeaux. Monaco et Toulouse ont fait match nul à Toulouse, 1 but partout. Rousset a marqué pour Toulouse. Amoros égalise pour Monaco. Mais sur son terrain, Bordeaux a l'avantage de recevoir Bastia et ne manque pas l'occasion de gagner par 2-1. Le dernier épisode de ce roman ce soir, suspense, car le héros n'est toujours pas connu. Le point complet sur cette soirée de football dans notre dernier journal à 23h15. La force de l'image et du symbole demeure, quelles que soient les entraves imposées par les autorités. En Pologne, la célébration du 1er mai, dont nous n'avons reçu qu'aujourd'hui les images, a bien été un camouflet pour le régime du général Jaruzelski, même si la version officielle demeure. Jean-Marc. Le général Jaruzelski est content. 8 millions de Polonais ont participé au défilé officiel du 1er mai. Du moins, la télévision polonaise le dit. Mais de cela, elle n'a pas soufflé mot. Plusieurs dizaines de milliers de contre-manifestants qui, dans 7 villes de Pologne, n'ont pas hésité hier à descendre aussi dans la rue pour crier le nom du syndicat clandestin Solidarité. À chacun son 1er mai, facile à dire mais pas à faire en Pologne. Regardez, c'était hier à Varsovie.
Vous ne verrez pas Lech Walesa, à Gdansk, les images de la télévision ouest-allemande ont été confisquées par les autorités. Il faut dire que Lech Walesa leur a joué hier un bon tour, trompant avec quelques-uns de ses camarades la surveillance des forces de police. Le chef du syndicat interdit est arrivé à se glisser dans le cortège officiel et à défiler au nez et à la barbe des représentants des syndicats officiels. Plusieurs de ses camarades ont été interpellés, battus, mais Walesa, lui, a été épargné et reste pour l'instant en liberté, même si partout les arrestations ont été nombreuses. En fin de journée, le général Jaruzelski a rendu hommage aux efforts de la police pour assurer la paix et l'ordre. Fin de citation. Le syndicat dissous prépare de nouvelles manifestations pour demain. Au Chili, hier, la célébration du 1er mai a été l'occasion de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants qui avaient répondu à l'appel du commandement national des travailleurs. Un garçon de 15 ans a été tué. Une centaine de personnes, dont 9 policiers, ont été blessés et une centaine d'autres ont été arrêtés. En France, ce 1er mai aura donné la mesure de la désaffection dont pâtissent les syndicats, puisque vous le savez, les différents défilés menés dans la désunion n'ont pas attiré grand monde. Le secrétaire général de la CFDT le reconnaît et y voit la preuve d'une nécessaire adaptation du mouvement syndical, adaptation qui a dominé les travaux du Conseil national de son syndicat. Il l'explique à Martin Gilles. Que notre syndicalisme en France, il risque de devenir un syndicalisme de groupe de pression des plus forts. Parce que c'est vrai, où sont installés les syndicats, où sont-ils forts? Là où les salariés sont les plus garantis, dans le secteur public nationalisé et dans le grand secteur privé. Oui, mais si le syndicaliste n'est plus qu'à défendre ses adhérents dans ce secteur-là, et ne plus s'occuper des 2/3 pratiquement des salariés qui n'ont pas une véritable force syndicale, c'est la mort de notre syndicalisme, celle qu'on connaît depuis plus d'un siècle. C'est la mort des valeurs communes du mouvement ouvrier. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Il faut un syndicaliste qui soit là pour tout le monde à la fois. Comment envisagez-vous aujourd'hui vos rapports avec les forces politiques, quelles qu'elles soient? Eh bien d'abord, je voudrais dire, nous avons discuté à notre Conseil national de cette notion CFDT, c'est un syndicat de gauche. Pourquoi ça ne nous plaît pas? Pourquoi ça ne nous semble pas bon? D'abord parce que tous les adhérents, quelles que soient leurs opinions, peuvent être à la CFDT. Et puis aussi parce que la CFDT, elle se définit syndicalement. Nous sommes d'abord un syndicat anticapitaliste, un syndicat qui veut un socialisme autogestionnaire d'orientation syndicale. Alors on peut très bien dire, ceci, ce sont des notions qui, dans le domaine politique, sont de gauche. Oui, d'accord, mais nous ne nous définissons pas d'abord par un vocabulaire politique, mais par un vocabulaire syndical. Et puis ensuite, nous avons dit aussi, nous avons une sorte de tabou à la CFDT, ne jamais rencontrer des partis de droite. Pour quelle raison ? Pour quelle raison? Si on ne rencontre pas souvent les partis de gauche, mais si un jour un parti de droite a une raison bien précise sur un problème social, et non pas dans le domaine politique, qui n'est pas notre affaire, dans le domaine social, veut nous rencontrer, bon, on a levé cet interdit. Voilà, nous voulons nous situer avec, dirons, une liberté d'allure vis-à-vis de toutes les forces politiques, quelles qu'elles soient, en ayant notre projet à nous, on est suffisamment sûr de la validité des grands axes, des grands thèmes de notre projet, pour pouvoir ne pas avoir peur de tout contact politique. Le syndicalisme ne va pas disparaître, rétorque André Bergeron à Radio Monte-Carlo. Force ouvrière n'a cessé de dire que le mouvement syndical doit être le mouvement syndical. Fin de citation. Les syndicats face à la crise, ce sera le thème du débat de notre dernier journal à 23h15. Débat entre Philippe Vasseur du Figaro et Charles Sylvestre de l'Humanité. En toile de fond des préoccupations syndicales, toujours le chômage qui taxe lourdement les pays industrialisés. En Allemagne fédérale, le nombre de demandeurs d'emploi commence à fléchir, mais les syndicats, on l'a vu hier encore dans les manifestations, les syndicats allemands, avec le soutien de l'opposition, mènent la vie dure au gouvernement de Bonn et au patronat pour obtenir la réduction à 35 heures par semaine du temps de travail. Demain doit commencer dans de nombreuses entreprises de la métallurgie le processus de consultation de la base qui pourrait annoncer le déclenchement d'une grève générale. Michel Meyer. Nous voulons du travail pour beaucoup et non beaucoup de travail pour quelques-uns. Ernst Breit, chef de file de la Fédération des syndicats ouest-allemands, fort d'un potentiel de 7,5 millions d'adhérents, force le ton. Les 35 heures, présentées comme la solution anti-chômage, c'est l'unique cheval de bataille syndical, le leitmotiv de ce début mai. Pour l'heure,
C'est dans l'imprimerie, secteur traditionnellement le plus motivé, que la combativité est la plus forte. La base syndicale a été consultée sur la perspective d'une grève, mais déjà des arrêts de travail ont perturbé, ici et là, la fabrication des journaux. Les affiches et les tracts sortent pourtant toujours des imprimantes dans un but évident de mobilisation. Pour qu'une grève puisse être décidée, il faut en effet que 75% des syndiqués se prononcent dans ce sens. Ce quota a été atteint dans l'imprimerie, même si cet état de fait est contesté par le patronat. Dans les prochains jours, et dans des régions supposées les plus mobilisables, comme la Hesse et le Bade-Wurtemberg, où des grèves d'avertissement ont d'ailleurs déjà eu lieu, un vote de même nature sera organisé. De son issue dépendra l'avenir du mouvement revendicatif pour les 35 heures. Même si le quota des 75% est atteint, et malgré la dureté des mots d'ordre actuels, le climat n'est pas à l'optimisme syndical. La réalité du chômage tempère paradoxalement l'action en faveur d'une mesure présentée comme une solution anti-chômage. De fait, l'opinion publique reste sceptique. On le sait parfaitement dans les rangs syndicaux. La volonté de compromis existe donc, aussi chez les employeurs, où les grandes firmes se montrent plus disposées à lâcher du lest que des petites et moyennes entreprises qui craignent pour leur compétitivité. Chaque camp a donc ses problèmes internes. Revenons aux affaires françaises avec 2 mots de politique. Il faut que l'union de la gauche continue, quelles que puissent être ses difficultés, a affirmé tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, qui était l'invité d'Antenne 2 Midi. Notons en passant qu'au sein même du Parti socialiste, le CRS, par la voix de Didier Mottchan, continue de critiquer la politique du gouvernement. Une mise en garde du premier secrétaire du Parti socialiste, l'engagement par le gouvernement de sa responsabilité devant l'Assemblée pour faire passer le projet de loi sur l'enseignement privé serait une faute psychologique et politique. C'est ce que déclare Lionel Jospin dans un entretien que publiera demain l'hebdomadaire Les Nouvelles. L'affaire avait fait grand bruit il y a quelques mois. La mission d'information parlementaire, dans ses conclusions publiées aujourd'hui, cette mission d'information ne l'éclaircit pas davantage. L'affaire des avions renifleurs est bien une escroquerie aux dépens de la société Elf-Aquitaine. Patricia Charnelet. La montagne a-t-elle accouché d'une souris? On peut se le demander à l'issue des travaux de la mission d'information sur l'affaire des avions renifleurs. Son président, le socialiste Christian Gou, a reconnu lui-même que l'incertitude subsistait sur les objectifs et les bénéficiaires de l'escroquerie. Finalement, il conclut en disant, premièrement, que la crédulité des responsables d'Elf reste surprenante, même si leur bonne foi n'est pas en cause. Deuxièmement, qu'il y a bien eu escroquerie aux dépens de cette société. Au total, c'est la seule véritable information de son rapport, on apprend que sur les 266 millions de dollars versés par Elferap, la vérité reste à faire sur une partie des sommes versées à l'inventeur belge M. de Vilgas ou à ses sociétés, et plus précisément sur 44 millions de dollars. Je pense qu'il y a une partie de l'argent qui a été gaspillée et qui a été récupérée par des gens qui ont participé à cette affaire. Mais là, il faudrait que la justice fasse la lumière. Et ensuite, il y a peut-être de l'argent qui a été tout simplement détourné, mais j'en ai aucune preuve. Le ton prudent des commentaires de Christian Gou contraste singulièrement avec le climat passionnel et la polémique qui avaient entouré tout le début de cette affaire. Souvenez-vous, d'abord la déclaration d'Henri Emmanuelli, secrétaire d'État au budget, qui avait qualifié de forfaiture la destruction du rapport de la Cour des comptes. Je rappelle que cette action, que je n'hésite pas à qualifier de forfaiture, s'est déroulée à la fin de novembre 1982. Ensuite, dès le lendemain, sur Antenne 2, la spectaculaire contre-offensive de Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, au début de l'année, le Premier ministre lui-même, qui accusait Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre d'avoir permis que les règles du fonctionnement de l'État soient contournées, ignorées et violées. Aujourd'hui, l'environnement politique de l'affaire est à peine effleuré par la mission d'information. Christian Gou déplore simplement une certaine conception des affaires des autorités politiques de l'époque. Il regrette que des poursuites n'aient pas été engagées contre les escrocs et qu'un rapport officiel ait été longtemps caché. Bref, si l'on s'est désormais éloigné de la politique, il ne semble pas pour autant qu'on se soit rapproché de la vérité.
Les deux élus UDF, membres de la mission d'information, estiment, je les cite, qu'il s'agit d'un pétard mouillé, mais les groupes socialistes et communistes de l'Assemblée nationale demandent la mise sur pied d'une commission d'enquête. Une liste de plus pour les élections européennes. Le PSU et les rencontres communistes d'Henri Fisbin présenteront une liste commune. Bouleversement dans le marché de l'automobile au cours du premier trimestre de cette année. Renault perd la première place pour se retrouver 6e dans le classement des ventes d'automobiles sur le marché européen, et c'est Fiat qui passe en tête. Jean-Claude Renaud et Victor Vramand. Voici donc le nouveau classement au hit-parade européen de l'automobile. En tête, Fiat, devant Ford, General Motors, Peugeot SA, Volkswagen Audi et Renault. Les positions ont donc changé au cours du premier trimestre 84. Il y a ceux dont les affaires marchent bien. D'abord Fiat, porté par le succès de la Uno et par une augmentation de 8,5% du marché italien. Ensuite General Motors, grâce à la percée de la petite Corsa. Il y a ceux qui reculent, ce sont Ford et les deux Français, Renault et PSA. Si la régie nationale descend à la 6e place après avoir été première l'an dernier, c'est, dit-on, à Boulogne-Billancourt parce qu'en France et en Espagne, où la marque est bien implantée, le marché automobile a chuté de 10% en 3 mois. Mais Renault compte sur la R25 pour regagner du terrain. Il est vrai que la sortie d'un nouveau modèle modifie rapidement le hit-parade européen et le fait varier d'un mois à l'autre. Il est vrai aussi que l'écart qui sépare Fiat de Renault correspond à 60 000 voitures en 3 mois, soit environ 2% des 2 858 000 automobiles vendues en Europe pendant la même période. C'est encore peu. Toute la question est de savoir si Fiat, qui vient de réussir un redressement spectaculaire, peut encore creuser l'écart. On dit méchamment que le miracle Fiat, sa reprise époustouflante, a consisté surtout à envoyer 23 000 ouvriers au chômage technique. Mais enfin, tout le monde est d'accord pour dire que la reprise de Fiat date exactement du départ de ces 23 000 ouvriers. Ajoutons qu'il y a eu occupation des usines par les ouvriers, conduits par le Parti communiste, mais que, finalement, après de longues et difficiles négociations avec les syndicats, le principe de la réduction du personnel a été admis. Résultat, le personnel du groupe Fiat est passé de 301 000 ouvriers et employés en 1981 à 243 054 personnes en 1983, ce qui fait 57 946 emplois supprimés en 2 ans, par le jeu du chômage technique et des retraites anticipées. Donc, à la base de cette reprise de Fiat, il y a cette réduction brutale du personnel. On aura compris aussi que Fiat s'est débarrassé d'une façon ou d'une autre des syndicalistes les plus convaincus, les plus durs, de même que des ouvriers les moins productifs. Résultat, l'absentéisme est passé de 20% en 78 à 5% en 83. Il n'y a pratiquement plus de grève. Le taux de syndicalisation arrive péniblement à 30%. Bon, mais réduire le personnel et endormir les syndicats, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi un effort de modernisation exceptionnel. Encore des chiffres qui parlent. Il y avait dans les usines Fiat 10 robots en 79, 150 en 82, 623 robots en 83, et cette année, on devrait compter près de 800 robots. Résultat, car c'est toujours de résultats qu'il s'agit, la combinaison de la réduction de personnel et de la modernisation a créé l'une des productivités les plus fortes du monde. 14 voitures par ouvrier il y a quelques années, 24 voitures par ouvrier en 1983. On prévoit 26 voitures par ouvrier l'année prochaine, ce qui est une productivité à la japonaise. La récompense de cet effort, auquel semblent d'ailleurs participer les ouvriers, ce sont 300 millions de francs de bénéfices. Oui, 300 millions de francs de bénéfices, alors que les grandes marques automobiles perdent de l'argent. Le président de Fiat, Giovanni Agnelli, ne cache pas sa satisfaction. Il personnifie l'exception à la crise dans l'automobile. Un dernier chiffre. Fiat a conquis plus de 55% du marché automobile intérieur, plus de 55% du marché italien. Et si on ne prend pas en compte le marché espagnol, Fiat est la marque la plus vendue en Europe.
Le président Mitterrand veut apaiser les esprits dans le Midi viticole. Tel est le sentiment du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, reçu ce matin par le chef de l'État, qui, a-t-il dit, n'a pas ouvertement condamné les violences commises récemment par les viticulteurs. Le président Mitterrand devrait recevoir les responsables viticoles dans une 8aine de jours. Manifestation d'agriculteurs aujourd'hui à Metz, à l'appel de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Lorraine. Plusieurs centaines d'agriculteurs ont bloqué pendant quelques heures la préfecture de région pour dénoncer ce qu'ils ont appelé les mensonges du ministre de l'Agriculture à propos des prix agricoles. À l'étranger, une nouvelle crise au Proche-Orient entre Israël, la Syrie et le tout nouveau gouvernement libanais. 3 Israéliens sont aux mains des troupes syriennes. 3 membres du bureau de liaison maintenus par Israël dans la banlieue de Beyrouth. Ils ont été arrêtés d'abord par l'armée libanaise et remis, semble-t-il, aux troupes syriennes. Des tractations diplomatiques sont en cours pour obtenir leur libération. Par ailleurs, le gouvernement libanais s'est réuni pour la première fois aujourd'hui sans Walid Jumblat et Nabi Berri, qui sont toujours à Damas, où les dirigeants syriens s'efforcent de les convaincre de participer au gouvernement de Beyrouth, où de nouveaux accrochages militaires ont eu lieu cet après-midi sur la ligne de démarcation. Une demi-heure pour une première rencontre et pour une discussion des grands problèmes du monde. Le pape Jean-Paul II, qui a quitté Rome ce matin pour un voyage de 10 jours en Extrême-Orient. Jean-Paul II est ce soir à Fairbanks, en Alaska, où vient d'arriver le président Reagan. Jean-Claude Darigo. Première rencontre du président Reagan et de Jean-Paul II sur le territoire des États-Unis, ici en Alaska. Lors de son voyage en Amérique du Nord, il y a 4 ans, c'était Jimmy Carter qui avait reçu officiellement le chef de l'Église catholique. Bien évidemment, rien ne filtrera de la demi-heure de conversation ici à Fairbanks entre le président américain et le pape. Jean-Paul II part en Corée du Sud aux portes du monde communiste d'Extrême-Orient, un pays sous la protection directe des Américains. Il y défendra très certainement les valeurs du christianisme face au marxisme, un discours dont M. Reagan a défini les incidences politiques, économiques, militaires lors de son récent voyage à Séoul. Le pape visitera dans une semaine également la Thaïlande, une nation littéralement entourée par le rideau de bambou, une nation où la présence des États-Unis est également importante. Jean-Paul II et Ronald Reagan ont habituellement des approches différentes des problèmes du monde, des droits de l'homme, de l'armement et de la paix, mais vu la région du monde visitée par le pape pendant 10 jours, leurs points de vue ici convergeront sur plusieurs points. En tout cas, la rencontre est historique entre les 2 hommes les mieux protégés du monde. On sait cependant que l'un et l'autre ont échappé de peu au terrorisme et à la mort. Jean-Paul II doit aussi prier pour les victimes du Boeing sud-coréen abattu en août dernier par la chasse soviétique. Pour l'emmener en Corée du Sud, où il arrivera demain, son avion prendra la même route. Le colonel Kadhafi a lancé un nouvel avertissement aujourd'hui dans une conférence de presse aux pays qui abritent des opposants libyens. Nous les atteindrons là où cela fait mal, a-t-il dit, avant de démentir une nouvelle fois toute responsabilité dans les récents événements de Londres. Londres où la police britannique a découvert aujourd'hui un nouveau pistolet dans l'ambassade évacuée par les Libyens. Revenons à l'actualité en France avec le remue-ménage dans l'audiovisuel. D'abord la querelle entre la haute autorité qui, vous le savez, a critiqué l'État et la gestion des sociétés de radio et de télévision et leur autorité de tutelle. Le secrétaire d'État à la communication, Georges Filiou, dans une lettre de 5 pages adressée à la présidente de la haute autorité, s'étonne de la méthode et du moment choisi par elle pour rendre publiques ses critiques, puisque les procédures budgétaires sont maintenant engagées. Dans cette réponse, M. Filiou réaffirme que le service public reste l'élément central, essentiel et irremplaçable de notre système de communication. Fin de citation. M. Filiou s'occupe aussi de l'avenir puisqu'il a conclu aujourd'hui un accord avec le Luxembourg sur l'avenir du satellite de télévision directe et demain, la télédistribution par câble sera examinée en Conseil des ministres. Patrick Esther. Cette antenne impressionnante, c'est celle de TDF1, le satellite français de télévision directe, actuellement en cours d'assemblage à Cannes, dans les ateliers de l'aérospatiale. Il pourra relayer dès la fin de l'année prochaine 3 canaux de télévision que les Français pourront capter grâce à une antenne individuelle de 60 cm de diamètre. Sur ces 3 nouvelles chaînes, 2 pourtant ne seront pas françaises mais luxembourgeoises. Plusieurs mois de pourparlers ont été nécessaires pour aboutir à cet accord cet après-midi. En 1977,
la Convention de Genève attribuait à chaque pays une place pour un satellite sur l'orbite géostationnaire. Le Luxembourg avait donc le droit de lancer son propre engin en l'achetant par exemple aux Américains. Alors, plutôt que de voir notre territoire arrosé par un satellite étranger, le gouvernement a choisi de libérer 2 canaux pour le Luxembourg sur TDF1. L'un en langue allemande, l'autre en français. Du côté de la télévision par câble, voilà 3 mesures que pourrait adopter demain le Conseil des ministres. 1. Les sociétés qui alimenteront le câble devront avoir le statut de société d'économie mixte, alliant capitaux privés et publics. Leurs présidents seront des élus locaux. 2. Les émissions importées de l'étranger ne devront pas excéder 30% des programmes, la création locale devant représenter au minimum 15%. 3. Sur les chaînes gratuites, la publicité sera autorisée suivant les mêmes règles que pour le service public. Les chaînes à péage, elles, s'aligneront sur Canal+. L'émotion reste vive à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, où un chauffeur de taxi courageux a été tué hier par des malfaiteurs qui venaient de commettre d'autres agressions. 3 jeunes gens sont toujours en garde à vue. Sur place, Bruno Lodreff. Hier matin à Hénin-Beaumont, près de Lens, un taxi roule à très vive allure. Soudain, le véhicule monte sur le trottoir et heurte un mur avant de s'arrêter au milieu de la rue. Le conducteur est mort, un de ses passagers vient de lui tirer une balle dans la tête. Les passagers, blessés, sont arrêtés par la police qui trouve sur le siège avant le fils du chauffeur âgé de 3 ans. Il est indemne. La fin tragique d'une équipée qui aura duré presque 24 heures. Lundi, avec le 22 long rifle qu'un ami leur avait donné, 3 hommes braquent une boulangerie, butin 1600 francs. Le lendemain matin, dans le café que vous venez de voir à 9 h, ils appellent un taxi. Marcel Cerquera, Jean-Marc Joran et Philippe Ouzio demandent au chauffeur de les conduire dans un autre bar, toujours à Hénin-Beaumont, ici. Oui. Et puis c'est d'autres taxis, d'autres bistrots. Ils se retrouvent dans le véhicule d'Eugène Barre, qui connaît bien l'un d'eux. Voilà, alors là, je suis démarré avec mes 3 clients, hein. J'étais arrêté là sur la droite. Je suis parti du café, bon, j'ai fait 300-400 mètres. Bon, il y a celui que je connais qui était monté à mes côtés là. Il a ouvert la vitre. Il a commencé à tirer un coup de pistolet. Hein. Un vrai coup, quoi. Alors je lui ai dit d'arrêter, hein, parce que j'aimais pas ce truc-là. Hein, il m'a dit qu'il n'y avait pas de danger, c'était un pistolet d'alarme. Donc, bon, je me suis pas inquiété, c'est tout. Hein. Mais celui que vous connaissiez, c'était quelqu'un de dangereux ou pas? Bah non, pas un point pareil quand même. Hein. Je savais que c'était un petit touillant, c'est tout. Hein. Ils se font déposer ici, dans le centre-ville, près d'un distributeur automatique de billets. Ils repèrent une femme qui vient de tirer de l'argent et l'agresse devant la caserne de sapeurs-pompiers. Et la bonne femme m'a dit, il y a un gars qui est dans la cabine téléphonique, là. Je suis avancé sur la cabine téléphonique, j'ai bloqué la porte, et puis j'ai dit, c'est lui, elle m'a dit oui. L'un des 3 hommes est donc arrêté, les 2 autres parviennent à s'enfuir, ils appellent un dernier taxi. C'est Bernard Svaviak, 30 ans. Pour lui, ce jour-là, pas de 1er mai, il faut payer les traites du taxi. Les truands lui demandent son véhicule et sa recette. Il refuse d'obtempérer malgré le canon du 22 long rifle sur sa tempe. Après une lutte dans le véhicule, un coup de feu part, Svaviak s'écroule. C'est ici que la voiture termine sa course. Un déséquilibré qui s'ennuyait a blessé cet après-midi à coups de couteau 2 gendarmes mobiles qui étaient en faction devant l'ambassade d'Union soviétique à Paris. L'un des gendarmes est dans un état grave. L'homme a été arrêté. Aux confins du désespoir, de la politique et du sport, un geste fou filmé en direct par la télévision suédoise lundi soir lors des championnats d'Europe de lutte qui s'y déroulent. Un homme s'est précipité, l'arme au poing. Jean-Pierre Quinson. 6 secondes d'émotion. Revoici au ralenti la manière dont Stanislas Kazesinski, l'entraîneur de l'équipe polonaise, a neutralisé lundi soir, au cours des championnats d'Europe de lutte, le spectateur armé qui venait de faire irruption au centre du gymnase. En fait, l'homme au pistolet est un réfugié soviétique établi en Suède. Par ce geste, il voulait attirer l'attention sur le refus des autorités du RSS d'accorder un visa de sortie à sa famille. Après interpellation, la police suédoise devait constater que l'arme n'était qu'un simple pistolet à amorce. Le voici. L'homme a été relâché. L'entraîneur polonais a quand même eu un sacré réflexe.
Joaquim Agostinho lutte contre la mort. Le vétéran du cyclisme portugais, victime d'une fracture du crâne à la suite d'une chute dans le Tour de l'Algarve. Joaquim Agostinho est toujours dans le coma et les médecins sont pessimistes. Il a reçu cet après-midi l'extrême onction. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Vincennes, le 15, le 16, le 11, le 10, le 5, le 13, le 2 et le 6. Et maintenant, un mot du temps de demain, Alain Gillot-Pétré. Eh bien, la pluie qui est tombée sur nous, n'hésitons pas à le dire, c'est de l'eau de vie. Et l'alcool, non, bien sûr. Nous étions au bord de la sécheresse. Grâce à cette pluie, les choses vont s'améliorer, surtout pour les agriculteurs. Regardez la photo satellite. Les nuages se situaient sur le nord, le nord-ouest et l'est du pays. Ils y resteront demain, tandis que sur le grand sud-ouest, ce sera du beau temps. Regardez la carte, c'est simple donc. De la Manche aux Flandres, au nord-est, aux Alpes et au grand quart sud-est, des nuages, donc quelques éclaircies, des orages encore, de la pluie surtout le matin. Sur le reste du pays, du sud-ouest à l'Atlantique, au bassin parisien et au massif central, du beau temps dans l'ensemble, mais attention, encore des passages nuageux accompagnés d'averses ou d'orages. Côté température stationnaire, 12 à 17 degrés sur la moitié nord, 16 à 22 degrés sur la moitié sud. C'est au sud-ouest qu'il fera le plus chaud. Demain pour un jeudi 3 mai, 4 minutes de soleil en plus. Levé à Paris 6h26, couché 21h09, c'est la Saint-Philippe et Jacques et les autres. On dirait un film de Claude Sautet. À 23h15, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée.